Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver où que vous soyez ici dans cette salle ou par le biais des écrans sur lesquels vous êtes pour ces états généraux de la chaleur solaire 2021. Des états généraux qui seront hybridés, alors excusez-moi peut-être ce mauvais jeu de mots, mais j'espère en tout cas qu'ils seront aussi chaleureux que si nous étions tous réunis dans une seule et même pièce, une seule et même salle pour échanger sur cette question-là. Alors ce que je vous propose, c'est très rapidement de vous accueillir, d'accueillir les invités, vous présenter un peu le programme de cette journée. Cette journée qui a été co-organisée par Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, et Atlanson, mais aussi, vous le voyez sur votre écran, de l'ensemble des partenaires sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Alors très rapidement, le programme de cette journée. Vers 9h, on va ouvrir ces états généraux avec Bénédicte Genton et Thierry Evenot. Thierry Evenot qui est à mes côtés. Bénédicte nous rejoindra par le biais des réseaux numériques. Et puis en tout début de matinée, donc, nous intéresserons à la question vers 9h30 des contrats d'objectifs territoriaux et patrimoniaux. 10h30, on s'intéressera à la question du positionnement solaire thermique dans la RE 2020. Et puis, après une petite pause, pour que vous puissiez aller évidemment prendre un café où que vous soyez, eh bien, on se posera aussi la question de l'atout et des enjeux du marché de l'énergie solaire aujourd'hui, de la chaleur solaire aujourd'hui. On fera une pause de déjeuner et puis ça vous permettra peut-être pendant toute la matinée, si vous le souhaitez. Donc voici le programme. Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi vous inscrire cet après-midi pour participer aux ateliers de cet après-midi. Ceux qui ont pris les deux premières thématiques, nouvelles technologies éligibles au fonds chaleur et les systèmes solaires combinés et le panneau solaire hybride, resteront sur la chaîne YouTube. En revanche, pour les autres, vous avez dû recevoir un mail de connexion pour vous inscrire. Et si vous ne vous inscrivez pas, vous ne pourrez pas participer aux tables rondes sur la question des bases du solaire thermique, les acteurs, les outils et le stockage de la chaleur solaire. Donc vérifiez bien vos emails pour ceux et celles qui seraient intéressés par ces deux ateliers de l'après-midi. Vous retournez voir et si vous ne les trouvez pas peut-être dans vos spams, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et comme ça vous serez avec nous cet après-midi pour ces deux ateliers. Alors, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet pour ouvrir ces états généraux. On va recevoir, par le biais donc, du numérique, Bénédicte Genton, directrice adjointe direction bioéconomie énergie renouvelable de l'ADEME. Bénédicte Genton, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que je peux vous voir? Bonjour. Bonjour Bénédicte. Alors, je ne peux pas vous voir, je ne dois pas avoir de retour écran, moi, de vous. Merci beaucoup donc d'être avec nous. Vous ouvrez en tant que directrice adjointe de la direction bioéconomie de l'ADEME et des énergies renouvelables de l'ADEME. Vous ouvrez, vous avez cette lourde charge d'ouvrir ces états généraux. En quelques mots, pourquoi est-ce si important de se retrouver ici tous les ans, de faire le point pour l'ADEME, de faire le point sur la chaleur solaire aujourd'hui? Merci beaucoup. Je vous remercie de me donner la parole pour ouvrir ces états généraux de la chaleur solaire. Donc voilà, justement, je voulais commencer par planter un peu le décor en termes de quels sont les enjeux de la chaleur renouvelable d'une façon générale avant de parler plus précisément du solaire thermique. Et ça montre un peu toute l'importance du sujet. Donc peut-être la première slide donc voilà, je ne sais pas si ça s'affiche là. J'ai pas de retour. Donc la première slide, c'était pour présenter les principaux objectifs climat-énergie. Voilà, merci beaucoup. Les principaux objectifs climat-énergie de la France. Donc voilà, c'était juste un petit rappel, mais ça a été construit au fil des années entre les différentes directives européennes sur les énergies renouvelables depuis 2009. La loi ensuite ont été transposées dans la réglementation française, donc la loi transition énergétique pour une croissance verte de 2015, la loi énergie-climat de 2019, et tout ça est maintenant dans le Code de l'énergie. Donc les grands objectifs qui ont été renforcés, peut-être la slide d'avant, merci. C'est donc la neutralité carbone d'ici 2050. Ça, c'est le grand objectif à atteindre, avec aussi d'ici 2050 une baisse de la consommation d'énergie de moitié. Et d'ici 2030, il y a quatre choses qui me paraissent importantes pour replanter le décor. C'est la baisse de la consommation d'énergie fossile de 40% par rapport à 2012, donc auquel contribue bien sûr le développement des énergies renouvelables.
les énergies renouvelables qui doivent représenter un tiers de la consommation finale d'énergie d'ici à 2030, et toujours la slide d'avant si possible, et la chaleur, elle doit représenter 38% de la consommation, les énergies renouvelables, pardon, doivent représenter 38% de la consommation finale de chaleur, alors qu'aujourd'hui, on est à peu près à, on va dire, à peu près moins de 20%. Donc en fait, pardon, sur la chaleur, 21%. Donc voilà, il y a un enjeu vraiment important devant nous. Et pour ce qui concerne les réseaux de chaleur et de froid, il s'agit de faire une multiplication par 5 d'ici 2030. Voilà. Et donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, alors pourquoi la chaleur renouvelable a un énorme potentiel de décarbonation de notre mix énergétique? C'est parce que donc, la chaleur, ça représente à peu près la moitié de notre consommation d'énergie, tout confondu. Et donc, comme elle est encore majoritairement carbonée, alors que l'électricité l'est moins, donc on a un potentiel très important de décarbonation de notre mix énergétique. Donc les atouts de la chaleur renouvelable, au-delà de nous permettre d'atteindre ces grands objectifs de neutralité carbone et de développement des énergies renouvelables, ce sont aussi de remplacer de l'énergie fossile importée, donc avec tout ce que ça implique comme bénéfice sur la balance commerciale du pays, et aussi, bien sûr, de développer des emplois sur le territoire, qui sont des emplois locaux, non délocalisables, étant donné que on a souvent, enfin voilà, la chaleur ne se transporte pas sur d'aussi longues distances que l'électricité. Donc les emplois sont souvent locaux, notamment dans ce qui va concerner l'exploitation, la maintenance. Alors le soutien de l'ADEME, il revêt différentes formes. Je voulais d'abord vous exposer le principal outil qu'on a à l'ADEME pour aider la chaleur renouvelable, qui a été conçu en 2009 et qui est le Fonds Chaleur. Alors c'est vrai que pour tout ce qui concerne les aides à l'électricité renouvelable, ça relève plutôt des appels d'offres de la CRE ou des guichets, mais qui ne sont pas du coup dans la compétence de l'ADEME. En revanche, le Fonds Chaleur, sa gestion a été confiée par l'État à l'ADEME. Et donc depuis, donc on peut tirer un premier bilan, puisque maintenant qu'il fonctionne depuis 11 ans, on a quand même un certain nombre de résultats. Donc on a plus de 6000 installations d'énergie renouvelable et de récupération qui ont été financées par le Fonds Chaleur en 11 ans, qui représentent 2,6 milliards d'euros d'aide et qui ont permis de déclencher 9,4 milliards d'euros d'investissement au total. Donc ça représente un taux d'aide moyen d'environ 27-28% de l'investissement. Et toutes ces aides, tous ces projets ont permis de développer 35,5 TWh par an de production additionnelle d'énergie renouvelable et de récupération cumulée. Il faut souligner aussi que c'est une aide qui a un effet de levier important et qui donc est très efficiente. On a à peu près un taux d'efficience de l'aide de moins de 4 euros par mégawattheure supplémentaire de NR, même la Cour des comptes a souligné l'efficience du Fonds Chaleur. Alors là-dedans, donc, vous avez le petit histogramme à droite, enfin le petit camembert à droite qui vous montre la décomposition entre les des aides, en fait, c'est les montants d'aides. Donc on a à peu près 40% pour les réseaux de chaleur, on a à peu près un gros tiers pour le bois, que ce soit pour les grandes installations, les plus petites. Et le solaire représente à peu près 4% des montants d'aide solaire thermique du Fonds Chaleur. Voilà. Et par ailleurs, ce qu'on peut aussi souligner de nouveau depuis l'année dernière, c'est que l'ADEME est très impliquée dans le plan de relance, notamment via le Fonds de décarbonation de l'industrie. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, avec notamment, en plus des aides à l'investissement, on a mis en place des aides au fonctionnement pour les grandes installations industrielles. Pour revenir un peu, je passe des moyens aux objectifs, excusez-moi, mais je reviens un peu sur les objectifs plus spécifiques sur le solaire thermique, donc qui sont mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est parue en avril 2020. Voilà. Donc ça montre que l'objectif, même s'il a été revu à la baisse par rapport à la précédente PPE qui était en rouge, il reste ambitieux par rapport au tendanciel. Donc on a les objectifs qui, en 2028, sont entre 1,85 et 2,5 TWh. Alors que la France présente un potentiel de solaire thermique qui est très important, qui est le 5e potentiel en Europe, avec un maximum estimé à 2050 de 6 TWh. Voilà, donc c'est quelque chose on a de belles perspectives. Voilà, il faut souligner cependant qu'il y a quand même une concurrence avec le photovoltaïque en termes d'investissement et puis de surface.
Mais le solaire dans le collectif, sur les réseaux, les tertiaires, l'industrie et les grandes surfaces présentent le maximum de potentiel, puisque c'est souvent sur ces installations-là qu'on peut faire baisser les coûts grâce à des économies d'échelle. Il y a aussi une dimension importante en termes d'emploi, puisqu'on estime à peu près plus de 1100 emplois par TWh produit, d'emplois créés, notamment dans la fabrication, l'installation. On a une partie importante de la filière qui se développe à l'extérieur. Moi, je voulais présenter sur la prochaine slide, on voit comment le marché du solaire thermique a évolué depuis 2005, entre 2005 et 2020. Voilà. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que si on prend, je vais me concentrer d'abord sur le solaire collectif, on peut constater que on a quand même une envolée vers à peu près 2012, et depuis une décroissance jusqu'à peu près 2016-2017, et ça se stabilise. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut dire sur ces baisses importantes dans le collectif, c'est surtout lié à un défaut de compétitivité et à des coûts importants, notamment par rapport au prix des énergies fossiles, ce qui montre que le secteur est quand même relativement dépendant de l'aide publique pour garantir sa compétitivité. On peut aussi peut-être y voir la conséquence de la nouvelle réglementation, des nouvelles réglementations thermiques du bâtiment, vous allez en parler, RT 2012, RE 2020, qui ne sont pas forcément très favorables à la chaleur solaire face à l'électricité. Et on a pu aussi voir sur le marché quelques contre-références qui ont pu porter préjudice à la filière. Voilà. Cependant, on a des perspectives intéressantes dans le collectif. Pour les petites installations, notamment via les contrats de développement des ENR, donc je vais en dire un mot et ça sera abordé après cet après-midi. Et aussi pour les grandes installations dans l'industrie, les réseaux et l'agriculture. Parmi les atouts du solaire thermique, il faut quand même rappeler qu'il y a un impact environnemental qui est faible, avec des émissions carbone qui sont très faibles, entre 40 et 80 grammes de CO2 par kilowattheure, et également des perspectives de recyclage qui sont plutôt bonnes. Voilà, et donc la slide suivante, s'il vous plaît. Le soutien de l'ADEME au solaire thermique, donc il revêt plusieurs formes. On a parlé du fonds de chaleur. Bon, il y a bien sûr tout ce qui va être, comme pour les autres technologies, les aides via des conseils porteurs de projets aux collectivités, des aides via des études, des assistances à maîtrise d'ouvrage, de l'animation, des formations. Également des aides à l'investissement, comme on vient de le voir, et des aides à la décision. Donc, en direction régionale, on a beaucoup d'animations locales, des moyens qui sont mis avec des AAP régionaux et les aides du Fonds Chaleur au fil de l'eau. Et au niveau national, on a les AAP grandes installations solaires thermiques depuis 2015, avec 2 sessions par an en 2021 et en 2022. Donc ça, c'est un outil qui est dédié pour les opérations de plus grande envergure, avec un fort potentiel énergétique, comme l'industrie et les réseaux de chaleur. L'objectif, c'est de profiter des économies d'échelle. Il y a également une convention annuelle de financement avec Enerplan et Stocol. Donc, si on prend maintenant dans le temps l'évolution du soutien de l'ADEME via le fonds chaleur, ça suit un petit peu la courbe qu'on voyait tout à l'heure, avec une envolée, disons une grande croissance entre 2009 et 2011, puis depuis une diminution avec une stabilisation ces dernières années. On a en tout à peu près 2000 opérations qui ont été aidées depuis 2009, c'est quand même important, et un taux d'aide de 55%, avec une soixantaine de dossiers par an ces dernières années. On est arrivé à un plateau à peu près de 60 dossiers par an. Bon, après, il y a quelques chiffres sur le bilan 2020 du fonds chaleur et de l'appel à projet grandes installations solaires thermiques. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais peut-être, voilà, on a à peu près 62 installations qui représentent à peu près 10 millions d'euros, 4 millions d'euros d'aide pour une assiette de 10 millions d'euros. Et alors, je voulais peut-être juste dire un mot sur l'aide en euros par mégawattheure sur 20 ans. C'est voilà, le taux d'efficience de l'aide, on voit qu'il est à peu près à 29 euros, ce qui est relativement important par rapport à la moyenne que je soulignais tout à l'heure, qui est à 4, parce que ça reflète les coûts plus importants de cette technologie. Et pour la PGIST, au bilan, on a déployé 19 millions d'euros d'aide depuis 2015. Je vais pour finir faire un petit focus sur le contexte régional
ici en Bretagne. Donc, déjà, je voulais m'excuser de ne pas avoir pu venir sur place dans cette belle région, mais le temps ne m'a pas permis de le faire. Mais du coup, c'est sûr qu'en Bretagne, on peut dire que si c'est pas forcément la région la plus ensoleillée, il fait quand même beau plusieurs fois par jour, donc ça permet des perspectives pour le solaire thermique. Et on a également un enjeu particulier de la Bretagne lié au réseau électrique, puisque la Bretagne est un petit peu un îlot par rapport à l'ensemble du réseau électrique français. Donc de développer le solaire thermique, ça permet aussi de soulager le réseau électrique et ça permet de participer à la réponse à cet enjeu d'îlot. Et donc, alors parmi les actions qui ont été conduites par la direction régionale, mais je reviendrai là-dessus cet après-midi, il y a eu l'accélération des contrats de développement des ENR, et la Bretagne a été vraiment leader par rapport à cette démarche, et c'est d'ailleurs Claire Barret qui pilote un peu ce dispositif pour l'ADEME au niveau national. Donc en fait, l'idée de ces contrats de développement, au départ, c'est d'avoir des grappes de projets qui ne sont pas éligibles individuellement au fonds chaleur parce qu'ils ne remplissent pas les seuils, mais voilà, ça permet de développer davantage de projets sur le territoire et de financer de l'animation pour accélérer le développement sur l'ensemble du territoire. L'objectif qu'on s'est fixé avec l'enjeu d'accélération, c'est de couvrir 80% de la population avec un objectif de 100 kWh par habitant. Et donc, parmi les critères aussi pour permettre de développer ces contrats de développement, on a demandé à ce qu'il y ait au moins 20% de projets qui soient hors bois énergie. Et ça, c'est du coup aussi pour favoriser le solaire thermique. Et à titre d'exemple, le contrat d'énergie renouvelable de développement des ENR de Vannes, qui a été signé en novembre dernier, a permis de... dans les projets, il y avait 8 projets de bois énergie et 6 projets de solaire thermique, voilà, qui représentent 46 MWh. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire pour planter un peu le décor. Merci. J'en finis à ce niveau-là. Merci beaucoup pour ce décor qui est en effet très, très riche et je pense qu'au fur et à mesure de notre journée, on rentrera plus en détail dans chacune des assertions que vous nous avez proposées. Il y a juste une question qui nous a été posée. Pourquoi ce seuil si important de 25% pour bénéficier des aides de l'ADEME, Bénédicte Genton ? 25 mètres carrés, pardon. Le seuil de 25 mètres carrés, après, il y a pour tout ce qui est les installations plus petites, on a les dispositifs individuels avec ma prime rénov, etc. Donc, le fonds chaleur, c'est vrai que c'est vraiment pour tout ce qui va. Enfin voilà, il y a toujours des seuils en fait, toutes les aides du fonds chaleur. On aide après tout ce qui va être plus petit, ça va être plutôt voilà, via les dispositifs d'aide aux particuliers. Voilà. Aux particuliers et individuels. On n'a pas sur la chaleur, enfin le fonds chaleur n'est pas dédié à ces aides aux particuliers. Merci beaucoup Bénédicte Genton d'avoir ouvert ces états généraux. À mes côtés, j'ai Thierry Evenot qui est vice-président de Golfe Morbihan Vannes Agglomération. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous pour aussi ouvrir. Vous êtes la puissance invitante puisqu'on est ici à Grandchamp sur le territoire de l'agglomération. La chaleur solaire pour vous en réaction à peut-être ce qu'a dit ou en complément de ce qu'a dit Bénédicte Genton, ça a une importance sur votre agglomération. Vous le prenez comment vous le... Donc d'une manière générale, le solaire thermique et le solaire chaleur, c'est vraiment les énergies sur lesquelles on compte miser. Le solaire thermique, c'est 40 GWh à l'issue donc de 2050, ce qu'on a prévu en termes de stratégie au niveau de GMVA, du plan climat, sur 680 GWh supplémentaires par rapport à ce qu'on produit d'énergie renouvelable totale. Donc ça a une importance non négligeable sur la volonté de l'agglo de passer en énergie renouvelable son territoire. Qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux de la chaleur solaire ?
solaire? Eh bien, plein d'informations. Et puis peut-être déjà, Madame Genton nous disait que la Bretagne n'était pas forcément la terre de prédilection du soleil. Et elle aurait pu, si elle était venue là avec nous, elle aurait pu quand même l'apprécier. Mais sous forme de boutade, effectivement, il y a d'autres régions plus sud qui sont plus à même. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller sur le solaire, solaire thermique. Et l'agglo de Vannes compte bien miser très fortement là-dessus. La bonne énergie au bon endroit au bon moment, c'est ça? Tout à fait. Et puis on verra, enfin d'un point de vue élu, c'est quand même l'énergie. Donc, qui a la plus forte acceptabilité, si vous voulez mettre de l'éolien, en termes d'énergie renouvelable, de l'éolien, de l'hydrolien, de la biomasse. Bon, c'est pas aussi facile, je dirais, que le solaire. On le verra un peu dans la table ronde, mais quels sont les grands enjeux stratégiques pour le déploiement de la chaleur solaire sur Vannes Agglomération? Donc, j'ai toute une présentation là-dessus que je vais pouvoir vous... J'appuie sur les... Mais ça marche pas. Vous dérouler. On peut avoir la première diapo de Thierry Evenot. Alors, on ne les a pas. C'est ça? Non. Alors, hop. Alors on ne doit pas avoir vos diapositives. Ça a été transmis. Alors, est-ce qu'on va les retrouver? Peut-être en attendant qu'on les retrouve, peut-être que vous les avez... Oui, je vais déjà commencer à faire le mot d'accueil. Donc, sur le territoire de l'agglo de Vannes, c'est un territoire à multifacettes, avec la partie de l'Envaux sur laquelle nous sommes à Grandchamp. Donc, c'est... des petites hauteurs, c'est ce qu'on appelle les contreforts des Landes de l'Envaux, c'est un paysage relativement vert. Ensuite, on a toute la partie urbanisée de Vannes et la partie golfe et les îles plus au sud. L'aspect du soleil, c'est vraiment quelque chose en fait sur lequel on compte miser parce que c'est l'attractivité du territoire. On a le soleil, on a l'eau, on a la qualité de vie. Et c'est vraiment l'image qu'on donne. Le département du Morbihan se situe au 8e, 9e rang touristique de France. Et c'est bien parce qu'il y a du soleil présent sur le territoire. L'agglo de Vannes, c'est 34 communes avec une intercommunalité qui a été créée en 2017, donc c'est très récent. Et donc la dynamique qu'on peut mettre autour des énergies renouvelables, elle est aussi très récente, avec la fusion donc de trois agglos qu'on avait auparavant. C'est 166 000 habitants, ça sera plus de 200 000 habitants à l'horizon 2040. Donc c'est un territoire à fort potentiel de développement, donc une forte attractivité, 71 000 emplois. Les énergies renouvelables, et notamment tout ce qui est solaire, Madame Genton l'a dit, c'est de l'emploi local. Et c'est aussi pour nous quelque chose sur lequel il faut miser. Sur le territoire, trois bandes, j'ai parlé de l'aspect vert avec les Landes de l'Envaux. On va retrouver des jeunes ménages, des actifs. Et puis la partie urbanisée où on va trouver les emplois, donc avec des mouvements pendulaires en termes de circulation automobile. Et puis toute la partie golf où on va retrouver golfe du Morbihan, où on va retrouver une population plus âgée avec des moyens souvent plus importants et surtout une population résidentielle qui habite par là. En termes de stratégie, on a travaillé dès 2017 à la réunion des trois EPCI qu'on avait pu avoir. On a défini on a travaillé un certain nombre d'outils qui sont là. Donc c'est le programme local de l'habitat. C'est intéressant de voir le potentiel de développement et puis tout ce qu'on peut faire drainer en termes d'outils pour les aspects énergie, l'aspect zone d'activité, l'aspect plan de déplacement urbain et puis le PCAET, le plan climat air énergie territorial. C'est vraiment lui
sur lequel vous vous appuyez. Voilà, sur lequel on va s'appuyer avec tout un programme d'action. Donc on a juste derrière, sur la diapo derrière, les 47 actions et les 13 axes. Et il y a l'un des axes en fait qui vise à porter à 32% la part des énergies renouvelables en 2030 avec un outil, notamment le cadastre solaire. Le cadastre solaire, ça va servir à la fois pour du photovoltaïque, mais aussi pour du thermique. Hein. Donc on mutualise la pertinence de nos actions. Donc c'est vraiment un axe important du PCAET que de développer ces énergies. Si on continue à tourner, ben voilà, on voit que sur notre territoire, eh bien, 95% de l'énergie est importée, 2/3 de produits pétroliers. Ça veut dire que quand on parle de solaire thermique, on a là un début de correction de ce qui existe sur notre territoire. Donc beaucoup de travail à faire en matière d'énergie locale. On doit être à 4,6% d'énergie renouvelable ici sur le territoire actuellement. Et donc, on va avoir du travail à mener pour atteindre les 32% qu'on s'est fixés à l'horizon 2030. Alors, vous voyez sur les... Juste... Voilà, vous voyez sur les différents secteurs qui produisent du CO2 et qui sont sur lesquels on va agir. Donc il y a la partie transport, il y a la partie agriculture et puis il y a le résidentiel et le tertiaire. Et c'est vraiment là où on peut essayer à la fois de faire des économies d'énergie et puis développer la production solaire. La stratégie qu'on a menée, c'est une stratégie qu'on a défini, c'est une stratégie pour un territoire énergie positive à l'horizon 2050. Vous avez la courbe de consommation qui est en vert, donc c'est celle du haut. On espère bien l'infléchir progressivement avec des efforts très importants qui sont actuellement menés. Et puis au niveau de la production d'énergie renouvelable, c'est la petite courbe qui est en bas, où jusqu'en 2025, eh bien, ça augmente tout doucement parce qu'il faut mettre en place les outils, il faut mettre en place, on aura l'occasion d'en parler, les formations nécessaires au développement de ces énergies. Et à terme, eh bien, à 2050, on vise pour être vraiment ce territoire à énergie positive. Donc un effort très, très important là actuellement pour réduire les consommations d'énergie et on mise également donc sur l'aspect production pour le territoire. Si on continue, donc réduction de la consommation énergétique, on voit l'aspect résidentiel qui est l'aspect tertiaire, qui sont les deux blocs du bas, qui sont relativement importants sur lesquels on va agir de manière forte. Et si on regarde sur la diapo qui suit, les productions des énergies renouvelables sur le territoire actuellement, eh bien, c'est essentiellement de la biomasse, hein, c'est du bois qu'on brûle dans la cheminée pour l'essentiel, et on voit la progression à mener. Donc l'objectif, hein, c'est 680 gigawattheures sur le territoire à l'horizon 2050. On voit que le solaire thermique, eh bien, c'est plus 40 gigawattheures, donc il a une part non négligeable sur le territoire. Et on voit avec le photovoltaïque, hein, si on ajoute les deux, donc les 40 plus les 160 gigawattheures, que le solaire, d'une manière générale, c'est l'énergie renouvelable sur laquelle on va miser sur le territoire, hein, d'où tout à fait pertinent pour nous d'accueillir ces états généraux. Alors j'ai mis une petite carte d'ensoleillement puisque... pour répondre... Alors pour répondre, et puis c'est également ma formation de base, hein, je suis ingénieur météo. Et ce genre de cartes qu'on voit, ce sont des cartes relativement anciennes où on voit qu'entre 2000 et 2250 heures, eh bien sur le territoire du sud Morbihan, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer. Alors, ce sont des cartes relativement anciennes parce qu'auparavant, enfin, je fais juste une petite aparté, on mesurait une durée d'insolation. On avait une espèce de boule de cristal et le soleil venait, il y avait un effet de loupe, il y avait un diagramme photosensible qui brûlait avec le soleil, comme on peut faire avec une petite loupe sur une feuille de papier. Eh bien, dès que le soleil brillait, la loupe s'exerçait, et puis quand le soleil ne brillait plus, le papier continuait un petit peu à brûler. Et quand on a changé notre technologie, on a mesuré donc non plus une durée d'insolation, mais vraiment une quantité de rayonnement, eh bien, on a perdu du soleil. Alors, aller expliquer ça aux offices du tourisme, c'était vraiment très, très fort. Et on aurait eu, je dirais, l'aspect énergie renouvelable actuellement, aller leur expliquer que, parce qu'on change de capteur, on perd 10% facilement d'ensoleillement. D'ensoleillement, c'est pas évident. Donc, si on regarde de manière un petit peu plus
précise sur le territoire, sur la diapo qui suit. On voit en fait l'effet golf. On a vraiment sur le sud Bretagne de l'ensoleillement tel qu'on peut le rencontrer sur le sud-ouest. Mais c'est vraiment sur les premiers kilomètres, c'est vraiment l'effet littoral qui se manifeste. Alors effectivement, si vous allez dans le centre Bretagne, eh bien vous avez beaucoup moins de soleil. Donc il ne faut pas assimiler en fait la Bretagne dans une globalité, mais bien voir que son pourtour littoral permet de bénéficier d'un ensoleillement non négligeable. De ce fait, et c'était l'une des actions du PCAET, on a développé un cadastre solaire avec divers outils, mais ça, je pense que tout le monde connaît, donc un modèle numérique d'élévation, un cadastre solaire, et puis l'aspect bâti, et on a travaillé sur un bel outil, et donc on était relativement content d'avoir pu avoir cet outil, c'était la commande. Bon, on s'est rendu compte en fait que c'était que la partie visible. C'est ça. Et que quand on a commencé à dérouler, eh bien, c'était bien plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer tout au début. Et on s'est posé la question de comment aller vers une massification qualitative, comment impulser l'ingénierie sur ce territoire. Vraiment beaucoup de questions, et on a dû recommander en fait une prestation supplémentaire pour pouvoir dérouler en fait la totalité d'un dispositif. Donc ça, c'est un gisement solaire sur GMVA. Donc on a communiqué. C'est un outil de communication également vers le grand public. Mais voilà, c'est un bel outil dont on dispose. Et on a commencé à travailler sur les cibles, à la fois le résidentiel, les bâtiments publics, le tertiaire et le bâtiment agricole. Donc à partir de ces cibles, on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait apporter à ces cibles, et puis on a identifié tout un ensemble de partenaires avec qui on pouvait sur le territoire travailler. Donc si on continue, voilà, donc on a les administrations communales, donc il y a tout un accompagnement qu'on peut faire avec le conseil en énergie partagée. On a les bâtiments agricoles avec des associations agricoles qui s'intéressent, qui s'activent sur le domaine solaire. On a tout un travail qu'on peut faire sur le résidentiel avec les bailleurs sociaux, les différents syndicats, donc les syndics. Donc il faut vraiment travailler avec. On a également donc l'opération Rénover. L'idée pour nous, c'était d'avoir ce superbe outil et puis de faire rentrer par le portail Rénover, c'est un portail donc de rénovation des bâtiments existants, des structures existantes. Voilà. Et voilà, c'est notre porte d'entrée. Et la porte d'entrée actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, elle est relativement saturée, si j'ai bien compris, ou presque complètement saturée, parce qu'il y a des dispositifs d'État qui arrivent. Et on a vraiment un problème là, à l'heure actuelle. Enfin, c'est ce jour-ci où il y a énormément d'appels pour la rénovation énergétique, pour savoir comment on peut bénéficier de la prime. Et on commence à avoir des difficultés pour y répondre. Il va falloir qu'on s'adapte encore mieux. Voilà, donc le cadastre solaire, deux parties, un outil grand public et puis dont je viens de parler, puis un outil professionnel. Donc, où on donne des informations plus précises sur vraiment la quantité d'énergie qu'on peut avoir. On a un chargé de mission énergie renouvelable et puis on a voté au niveau du conseil communautaire un soutien au solaire thermique, 500 € par installation. On sait que le photovoltaïque, il va se développer de manière aisée. Par contre, on a voulu faire un geste sur la chaleur solaire. Voilà, et donc on a le fonds chaleur, donc avec l'ADEME, 2,4 millions d'euros mobilisés. On a plusieurs projets qui ont déjà été déposés. Et donc on a également donc, des projets à venir. On essaye également de travailler, et c'était la première sur le territoire de l'Agglo, c'est avoir non plus des incitations, mais des obligations sur les toitures dans les nouvelles zones d'activité. On a défini une surface de 400 m² pour imposer donc la mise en place de panneaux solaires. On a aussi créé, donc la signature va se faire début juillet, une SAS Holding avec la SEM 56 qui émane de Morbihan Énergie, une SAS Holding pour pouvoir investir
nous-mêmes, agglo, avec la SEM 56, sur des projets d'ampleur. Donc on a maintenant des outils en ce sens. On a travaillé aussi donc, sur la lutte contre le démarchage abusif avec des associations de consommateurs. On essaye de sensibiliser sur la qualité du travail, sur comment avoir les résultats qu'on attend. Il y a un travail qui a également été mené sur l'intégration architecturale. Et puis, eh bien, les réflexions qu'on a et qui feront l'objet certainement de discussions, c'est l'accompagnement de la formation de tous les acteurs du territoire. Et ça, c'est vraiment une problématique qu'on n'avait pas forcément imaginée quand on a commencé à lancer un cadastre solaire sur l'agglo. Merci beaucoup Thierry Evenot de cette large présentation qui montre bien toute la dynamique que vous avez lancée avec Golf Morbihan Van Agglomération sur les énergies renouvelables. Merci beaucoup à Bénédicte Genton et vous-même d'avoir ouvert nos travaux. On va commencer tout de suite avec notre première table ronde. On va s'intéresser aux contrats d'objectifs territoriaux et patrimoniaux. Merci beaucoup.